c'est un peu comme un Rubik's Cube. C'est-à-dire le truc 2-2 ou 3-3, ça va. Là, en fait, ils sont passés 3 au 4, au 5 et il y a une explosion combinatoire. Donc ils disent, on n'y arrive plus. L'aéronautique, c'est rempli de problèmes. Des années d'expertise qui sont seniors, qui peuvent peut-être même partir à la retraite Et qu'on ou perd des tout, gens... quoi. Garder l'humain dans la boucle, c'est-à-dire récupérer l'expertise. Il peut aussi choisir en fait, parce que là, est-ce qu'il veut optimiser l'argent, est-ce qu'il veut optimiser la sécurité et pouvoir faire en sorte que tout le monde soit content. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le 5e épisode de Almost Human. Je vais recevoir les entrepreneurs, les entreprises qui travaillent avec et pour l'IA. On a reçu des chercheurs, on a reçu des gens qui utilisent l'IA au quotidien et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Véronique. Bonjour Véronique, comment tu vas ? Bonjour Jean-Baptiste, très bien. Merci beaucoup d'être venu, ça me fait super plaisir. La même chose. Je te laisse te présenter pour... Ok, donc moi je suis chercheur en intelligence artificielle et jusqu'à il y a 5 ans j'étais vraiment chercheur à l'université Paris-Saclay. Et puis il y a 5 ans j'ai cofondé donc, avec Jean-Baptiste Fantin Nukai, qui est une sorte de laboratoire privé d'intelligence artificielle. D'accord. En fait c'est une start-up. Parce que il faut bien faire. On m'a fait comprendre qu'il fallait quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et puis voilà. Donc ça c'est. Et maintenant je suis donc chef de la recherche chez Nukai. Et j'expliquerai un petit peu. Chef de la recherche en IA. Donc en fait vous faites des solutions IA pour des entreprises. Je dirais pas ça comme ça. Ce qui est clair c'est qu'on n'est pas une société de services. D'accord. Mais en fait. On est un petit peu une start-up atypique. La première chose, c'est qu'on n'est pas à Station F, on est dans une petite maison sur la butte aux Cailles. Et puis surtout, on a vraiment démarré avec pour but de ne pas développer des produits, mais de développer des nouvelles technos, de faire grandir une sorte de boîte à outils sur une intelligence artificielle différente. D'accord. Et vous travaillez sur vos propres modèles ou vous utilisez des modèles généralistes que tout le monde pourrait connaître? En fait, on commence par un problème. Et puis, s'il y a des modèles qui sont performants, qui existent, on ne va pas réinventer la roue, on ne se prive pas de les utiliser. D'accord. Et puis, la plupart du temps, vu qu'on s'attaque à des problèmes plus compliqués, on va soit utiliser nos propres modèles, techno, ou bien en créer quand finalement elles ne suffisent pas. Voilà. Okay. Et comment on fait ça ? En fait, déjà, je peux peut-être revenir à la création de Nukai, parce que quand on a créé Nukai en mai 2018... Comment est-ce que vous êtes passé du laboratoire de recherche à la start-up ? Alors, déjà, en fait, moi, si je complète un petit peu ma présentation, je devrais dire que je suis un peu une chercheure atypique, au sens où, plutôt que de devenir une spécialiste sur un domaine, un sous-domaine, je me suis éparpillée. Dès ma thèse, j'ai adressé différents paradigmes et j'ai utilisé différentes méthodes. Mais par contre, il y avait quelque chose de fédérateur, c'est que j'aimais bien donc, les intelligences artificielles qui gardent l'humain dans la boucle, c'est-à-dire qui puissent être capables d'expliquer. Et pour ça, ça veut dire que vu que j'adore les maths, je me suis mis dans des formalismes de logique. Et la logique, c'est une sorte d'espéranto, en fait, entre l'homme et la machine, parce qu'il y a des langages de programmation qui peuvent utiliser ces fragments. Donc ça, c'est la base. Et puis, j'ai tellement bougé que j'ai même changé d'équipe au sein de mon labo, ce qui est extrêmement rare. Et moi, je suis sur... j'étais sur des technos symboliques, c'est-à-dire qui utilisent de la logique. Et je suis allée dans une équipe où c'était 100% numérique. Alors, numérique, c'est les réseaux de neurones. C'est pas que ça. Et en fait, j'ai appris à travailler avec eux. Et je me suis rendu compte que plutôt que d'être en guerre, c'est la guerre entre les deux communautés, ça serait bien plutôt de... Créer un pont. De collaborer, parce qu'il y a des choses qui font très bien, d'autres moins bien, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec un chercheur qui était sur les jeux. Et comme je suis joueuse de bridge, je m'a dit, tiens, on va essayer de regarder le bridge. Puis lui, finalement, il a été happé, comme la plupart de mes collègues, par Google, donc il est parti. Et je me suis retrouvée toute seule sur un nouveau domaine, computer game,
à essayer de voir quelles étaient les caractéristiques du bridge. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était passionnant parce que les caractéristiques du bridge sont très, très, très proches des problèmes de la vraie vie. Donc le bridge, le jeu de cartes, cartes. De pouvoir essayer de faire comprendre et interagir des modèles d'intelligence artificielle sur ce jeu. Exactement. Le truc, en fait, c'est que très vite, même les intelligences artificielles sur les jeux les plus puissantes, comme par exemple AlphaGo qui a été... sur les échecs. AlphaGo sur le jeu de Go, ou les échecs. Toutes ces méthodes, en fait, elles sont quasiment purement numériques. Voilà. Et je me suis rendu compte que, de par sa difficulté, le bridge ne pourrait pas être adressé de cette manière. Voilà. D'accord. Donc c'était super, j'ai écrit un article. Un mur. Voilà, c'était et vraiment donc après je pourrais expliquer pourquoi, quelles sont les caractéristiques, sans expliquer exactement le bridge. Et j'ai écrit un article très modeste de 30 pages, pourquoi le bridge pouvait être le prochain défi de l'intelligence artificielle. C'était un petit peu provo, mais c'était vraiment un moyen de dire, bah voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est tellement difficile que c'est pas moi toute seule avec ma méthode qui vais réussir à faire quoi que ce soit. Il faut que ce soit un ensemble de méthodes qu'on arrive à travailler ensemble. Et ça, bah, je voulais le faire en fait au niveau universitaire. D'accord. Ok. C'était ça à la base. Donc ramener des projets par exemple, parce que du coup il y a eu des similitudes dans des projets où les gens se sont dit tiens on va aller attaquer les échecs et le jeu de Go, et toi quand tu as vu le mur que dressait le bridge, tu t'es dit et tiens, et si on allait s'attaquer à ce problème-là. Et d'ailleurs à l'époque, quand j'ai démarré ce projet, les robots de bridge étaient très 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 loin des meilleurs humains. C'est des robots, alors, j'ai beaucoup de respect, notamment parce que je connais le créateur du meilleur robot de bridge, mais qui joue contre des robots, pas contre des humains, c'est Yves Costel. Et depuis le début, je l'ai interrogé, etc., pour essayer de comprendre. On est devenus amis, et je me suis rendu compte, en fait, que il fallait faire autrement, enfin, utiliser cette base, mais vraiment utiliser des techniques qui n'existaient pas encore. Que cette base avait peut-être un plafond de verre et qu'il fallait forcément passer par un autre chemin. Exactement. Alors, pour expliquer pourquoi le bridge est si difficile et proche de la vie réelle, la première chose, c'est qu'on a à la fois un partenaire et des adversaires. Et ça, c'est pas le cas du Go, des échecs, ou même du poker, où finalement, on n'a pas de collaboratif. La disposition du jeu est déjà différente. Voilà, c'est ça. Donc, de base, on a un partenaire. Alors, il faut essayer d'être collaboratif avec lui, et deux adversaires. Et en général, les jeux qui sont traités, ils sont soit collaboratifs, soit adversariales. Pas les deux En même temps. Et peut-être le plus important, donc ça, on voit bien, c'est du multi-agent, et ça veut dire que dans la vie, ça peut être des équipes, je sais pas, même en cybersécurité, il y a des amis, il y a des ennemis, etc. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que c'est un jeu qu'on appelle à information incomplète. Ça, c'est très simple. Il y a 52 cartes, on en distribue 13 à chacun. Chacun ne voit que ces 13 cartes. Donc, ça veut dire que l'incomplétude est énorme. On doit essayer de placer les 39 cartes qui restent pour pouvoir prendre des décisions. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans la vie, parce que dans la vie, on ne sait jamais pas tout. Toujours tous les critères. On ne sait pas tout. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que on ne sait pas tout. Et des fois, même quand on sait des choses, c'est probabiliste. C'est exactement, on va se dire, bon, à 52%, il a la dame de pique, une carte, etc. Une chance sur deux, quoi. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique qui fait que au jeu d'échecs ou au jeu de Go, on voit exactement toutes les pièces. Il n'y a pas d'informations cachées, quoi. Donc ça veut dire que finalement, l'univers est tellement énorme que tu peux pas mettre de la simple puissance de calcul, parce que déjà, il faut t'appuyer sur quelque chose et tu peux pas, parce que tu connais pas les cartes. Et il va falloir mettre en place un ensemble de raisonnement. C'est ce que fait un très bon joueur de bridge. Ça va pas être forcément un très fort en maths qui calcule sans arrêt des probas. Il faut plutôt avoir, je dirais, les compétences d'un médecin qui va faire un diagnostic en ayant cherché dans différents endroits, en fait, des choses qui lui permettent d'établir... Des indices. Voilà, des indices. Voilà, c'est presque un petit truc de détective. Alors évidemment, il faut calculer des probas quand même. Et ça veut donc dire que on va utiliser différentes zones de notre cerveau
Et ça veut dire qu'il faut utiliser des techniques d'IA Ouais, aussi. de l'analyse, de l'instinct, de la proba, un grand mix de tout Exactement. ça, dans un modèle qui n'a jamais été fait parce qu'il y a de l'adversité et de la Exactement. coopérativité. D'accord, gros challenge. Et alors, c'est facile, hein, en fait, le type d'inférence. C'est quoi les raisonnements ? C'est au moment où je prends une décision, je dois poser une carte, mais avant, il y a des cartes qui ont été posées. Et notamment, elles ont été posées par mes adversaires. Et les inférences, ça va être de dire, ah tiens... Est-ce que tu peux éclairer le terme inférence ? Inférence, c'est tout ce que tu peux déduire par un raisonnement. D'accord. D'accord. Okay. Donc, ce qui s'est passé. Exactement. Okay. Donc là, inférer, ça veut dire, je l'ai pas vue cette carte, mais je sais qu'elle est, je sais à quel endroit elle est parce que j'ai raisonné. Ça, D'accord. Donc on dit que j'ai fait une inférence. Et un exemple, j'arrive à un endroit et en fait c'est très important, on s'en moque de pourquoi, pour moi, de savoir où est l'as de pique. Est-ce qu'il est dans mon adversaire gauche ou droite ? Très très important. Où est la dame de pique, etc. Eh bien, je vais penser à ce qui s'est passé avant et je vais me dire, par exemple, mais en fait, il n'est pas chez l'adversaire de gauche parce que sinon, au pli 3, il l'aurait joué. Donc ça, c'est une inférence. Bien sûr. Je fais une inférence, c'est-à-dire que je me dis, c'est pas la peine de dire c'est à 50% ici ou ici. Parce que si j'avais été attentif et que j'ai bien vu l'indice ou le détail ou la chose, cette inférence-là me fait dire que là, s'il est là. Exactement. Et voilà. Et je sais qu'il est là et je l'ai pas vu, quoi. Ça, c'est une inférence. Voilà. Et c'est ce genre de choses. Ça, l'humain, il loupe des fois. Non, justement. Sauf les meilleurs joueurs, j'imagine. Oui, un débutant va louper, mais un bon joueur, il passe son temps à faire ça. Si tu fais pas d'inférence, en gros, je pense qu'un champion, il se balade, au lieu que ce soit, 5 millions de possibilités, pour lui, c'est 3. Parce que non seulement il fait des inférences, mais aussi, il fait des abstractions. C'est-à-dire que, tu vois, tu veux retrouver les 13 cartes de l'adversaire. Mais au bridge, les cartes les plus fortes sont l'as, le roi, la dame, le valet. Et plus tu descends, moins il y a de chances de faire des plis. Et c'est ça. Donc lui, il va pas mettre toute la puissance de calcul sur les 13 cartes. S'il y en a que... c'est l'arrêt des 80-20. Il y a 20% des cartes qui vont avoir 80% de l'impact. Donc on va ne travailler que sur ça, quoi. C'est ça. Et tu vas travailler, tu vas dire, voilà, je vais essayer de distinguer ma stratégie par rapport à 3 cas. Et un exemple d'abstraction, ça va être, il va tout de suite voir que le problème, c'est la dame de pique. Il va dire, quelles sont les possibilités que celui-là ait la dame de pique. Et puis, par exemple, le nombre de cartes dans une couleur. Parce que qu'est-ce qui fait des plis, des levées au bridge ? C'est les gros honneurs. Et c'est aussi quand tu as une couleur longue, parce qu'au bout d'un moment, les autres n'en ont plus. Et s'il n'y a pas d'atout, tu vas faire des plis comme ça. Voilà. Donc, il utilise ça. Et nous, on a utilisé ce genre d'abstraction. D'accord. Voilà. Alors, donc, on est arrivé avec Jean-Baptiste, qui, quand il a vu, en fait, qu'à l'université, j'y arriverais pas, parce que c'est beaucoup trop éloigné de... j'avais pas de crédit, etc. Il a eu cette idée de créer un modèle économique au-dessus. Et en fait, l'idée était de dire, on va utiliser le bridge déjà pour faire venir des talents. J'en parlerai après. L'équipe est formidable. On dit toujours Véronique et Jean-Baptiste, mais l'équipe, c'est que des gens géniaux. Pas du tout intéressés par l'argent, parce que sinon, ils seraient allés chez Google. Voilà. Mais intéressés par ce challenge et par le fait de faire une IA différente. Quand tout le monde dit non, les réseaux de neurones, ça va exploser tout, on va tout faire avec. Voilà. Et donc, il a eu cette idée de dire, on va monter cette start-up, on va travailler sur le bridge, ça ne nous rapporte pas d'argent, mais on va donc développer ces nouvelles technos et ensuite les transférer sur la vie réelle. Oui. Voilà. D'accord. Donc vraiment juste développer avec un purpose, mais en même temps se penser à la réutilisation. Exactement. Et l'applicable qui pourrait générer un revenu après. Exactement. Trop bien. Et alors, en fait, le nouveau type d'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est assez modeste. On est arrivé avec 10 slides, pas très très jolis, mais avec par contre un enthousiasme, parce qu'on disait, voilà ce qu'on veut faire. On veut utiliser le bridge comme bac à sable, on transférera ça directement, avec de la customisation bien sûr quand même, sur des applis de la vie réelle. Et puis là, ça va être comme ça. Donc on s'est engagé à faire un challenge en fait, vis-à-vis des investisseurs, et puis également ce transfert.
Et le type d'intelligence artificielle qu'on voulait développer et qu'on a développé, parce que le robot de bridge, c'est la première instance de ça. C'est pas, tiens, il faudrait faire ça, c'est on va faire ça. Et là, on l'a fait. Donc, Vous l'avez fait. C'est pour ça que je suis super contente d'être là. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a un an. Ouais. Il y a un an, on a fait un challenge, je reviendrai là-dessus. Et ces IA nouvelle génération, on s'est dit, il va falloir, petit 1, qu'elle garde l'humain dans la boucle. Oui, j'ai vu dans ta bio LinkedIn que c'était un des créneaux incontestables. En gros, ce qui se passe, c'est que, bah oui, AlphaGo, c'est une super prouesse, mais vraiment scientifique. Mais à quoi ça sert ? Petit 1, il n'y a pas de transfert parce que c'est très... Juste, on se fait exploser, mais pour pas grand-chose. On se fait exploser, très bien. Mais qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce que l'humain apprend, quoi ? Il ne va pas faire jouer des machines contre des machines. Ça sert à quoi ? Il n'a pas appris. Et puis surtout, c'est dommage parce que c'est une super techno et ça peut pas se transférer parce que c'est ce qu'on appelle, c'est un peu overfité sur le jeu de Go, quoi. Donc, et à la limite, même tu changes les règles du jeu, tu as tout à recommencer. Voilà. D'accord. Donc on a dit... c'est pas transférable. Pas directement. Oui, d'accord. C'est trop difficilement transférable. Voilà, c'est-à-dire que comme c'est basé sur énormément de pré-traitement, et ben ce pré-traitement, tu dois le refaire sur toutes les variantes, tous les domaines. Quoi. Et en plus, il faut que ce soit un contre un, en information complète, etc. Okay. Donc le type de techno, ça peut être utilisé sur d'autres choses, mais il faut recommencer en fait. Il n'y a pas de transfert. Donc pour garder l'humain dans la boucle, une bonne interface entre l'homme et la machine. Et là, les gens se disent « Ah bah oui, mais ça, c'est bateau ». Mais en fait, c'est pas si bateau parce que c'est pas une interface pour que l'homme utilise la machine, le truc classique. C'est qu'on veut aussi que la machine utilise l'homme. Oui, qu'elle demande du feedback ou de l'instinct, ce genre de choses. Qu'elle demande du feedback et au départ, qu'elle lui demande, quand on démarre sur un domaine, qu'on est un humain, on démarre pas à partir de rien. Donc, par exemple, pour le bridge, on a commencé par récupérer ce qu'on appelle une expertise humaine on a créé une base de connaissances, en fait. Alors, vous avez aligné 100 personnes et vous les avez fait jouer au bridge Pas du tout. En fait, c'était assez facile parce que Jean-Baptiste, qui est mon cofondateur, il a été dans les 10 meilleurs joueurs français. Moi, je ne suis pas trop mauvaise au bridge. Donc, en fait, on était experts nous-mêmes, mais il fallait rentrer ces règles-là. Hein, il fallait les rentrer. Et puis, très vite, on a recruté un jeune ingénieur qui est un champion de bridge qui continuait la modélisation et surtout qui était là pour interagir au départ avec les chercheurs. Donc quand vous dites continuer la modélisation, c'est-à-dire jouer contre la machine pour lui faire apprendre ? Non, c'est justement pas du tout ça. C'est-à-dire que plutôt de se dire la machine va se débrouiller. Elle va regarder ou elle va jouer des milliards de parties puis elle va se débrouiller pour apprendre les règles, pour apprendre des choses. C'est pas comme ça qu'on fait. Non. La première chose qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez demandé du coup aux joueurs de bridge qui connaissaient de transférer directement les règles, les apprentissages qu'eux ils avaient. Règles du jeu, leurs abstractions. Pourquoi démarrer de zéro si vous avez déjà la data ? C'est ça. Et cette data, c'est mieux qu'une data. C'est des règles générales, ils les ont et bien on les récupère. Et sur tous les domaines, je vais faire ça. Je ne vais pas démarrer en disant passez-moi toutes vos données et puis je vais apprendre plein de choses. Je vais dire qu'est-ce que vous savez, quoi. Voilà. Et donc, cette interface, elle sert aussi à récupérer leur expertise pour l'utiliser, pour gagner du temps. D'accord. Donc, et c'est ça qui fait que le point 3 dont je vais parler sur les IA nouvelle génération est réel. Donc instinctivement, par exemple, si moi je découvre que telle suite de coups au bridge me fait plus souvent gagner et que je trouve que ça c'est un bon learning dans mes techniques, je pourrais quasiment le rentrer pour améliorer la machine. Tout à fait, il y a une possibilité. Génial. Alors après, des fois, ça fait des trucs bizarres parce que ça biaise et puis il faut pas, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Le deuxième point très important, c'est qu'on voulait, et à l'époque, c'était pas du tout à la mode, tout le monde disait sur LinkedIn, je suis spécialiste deep learning. Et nous, on disait non, il faut faire de l'IA explicable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable. Le mot tendance à changer de deep learning. Et en fait, c'était sincère, mais c'était complètement provo parce que les gens disaient mais non, avec le deep learning, on est mort, ils vont réussir à tout faire. Et comme moi, je connaissais les technos des deux, je savais très bien qu'ils pourraient faire beaucoup de choses. Par exemple, sur les vidéos, des recherches de patterns. Et le Go, en fait, c'est très visuel. Hein. C'est presque... Donc, en fait, ils vont être très bons sur tous les secteurs où il n'y a pas de sémantique. C'est-à-dire qu'il y a des données brutes et puis, quelque part, il n'y a pas cette abstraction qui fait que l'humain se
se débrouille très bien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit sur notre roadmap, il faut que notre IA soit capable d'expliquer ses décisions si l'humain lui demande. C'est pas l'explicabilité pour l'explicabilité. Ça. C'est vrai que ça, c'est un des problèmes des nouvelles IA qu'on a. On en parlait avec Nicolas au 2e épisode où il disait que dans ses prompts, une des premières choses qu'il a fait dans sa démarche scientifique, parce qu'il est chercheur aussi, mais pas en IA, mais il travaille sur l'IA, il demandait les taux de probabilité de est-ce que l'IA lui a répondu. L'exemple qu'il avait pris, c'est il demandait un livre sur les avocats. Est-ce qu'il a choisi l'avocat le fruit ou l'avocat le juriste? Et à combien de probabilité? Est-ce que parce qu'il y avait 50,5% c'était parti sur le fruit, donc il avait écrit un livre sur le fruit? Ou est-ce que c'était parce qu'il y avait 90%? Et toutes ces questions-là pour comprendre la décision et pouvoir traquer le flux de pensée ou le flux décisionnel, zéro. Bon courage. Alors qu'en fait, l'humain, s'il veut faire confiance à un autre humain ou à une machine, il faut qu'il y ait une explication, quoi. Si on dit, voilà, c'est exact, mais c'est une super analogie. C'est vraiment ça, quoi. Donc on a dit voilà, on va faire des IA qui soient pas des boîtes noires, en gros. Ouais, et la troisième chose, et c'est super important, c'est on va faire des IA très économes en énergie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le deep learning, toutes ces méthodes... Nvidia, ils ont la banane. On est en train de polluer la planète à un point. Les centres de calcul, c'est monstrueux. Nous, on est sur la butte aux cailles. La piscine de la butte aux cailles est entièrement chauffée par les machines, le centre de calcul en dessous. Incroyable, c'est très, ça fait mal. Ah ouais, voilà. D'accord, ça chauffe. Et vous avez du coup vos serveurs graphiques là-bas Non, on a eu de la chance parce que comme on était vu un petit peu comme plus un labo de recherche et puis que le bridge, on n'allait pas en faire de l'argent, le CNRS très très gentiment a mis à notre disposition le supercalculateur Jean Zay. Ah oui, oui, Jean Zay. Et en disant voilà, tout ce que vous voulez, bien sûr, on vous le donne. Et puis, par contre, tout ce qu'on veut, c'est que si vous arrivez à faire quelque chose, vous nous citiez. D'accord. Et ils étaient fous de joie au challenge parce que, évidemment, on a dit merci. Et c'est normal, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ces 3 points, en fait, on les a vraiment mis en place avec Nook, notre robot de bridge. Oui. C'est-à-dire que le robot est performant, mais il a récupéré l'expertise humaine, il a gardé l'humain dans la boucle, il est capable d'expliquer et on a été super économe en énergie. Génial. Et en fait, on a, grâce à Jean Zay, on a tous les chiffres et on a dépensé 200 000 fois moins de ressources que les ressources utilisées pour AlphaGo. Voilà. D'accord. Et ça, c'est grâce à... Je récupère l'expertise humaine, donc je ne vais pas lui dire... On part pas de zéro déjà, tiens, donc on apprends. Et puis au bout on a bien cramé je ne sais pas combien de ressources. Maintenant, je sais que là, c'est plus fort que le roi. Merci, ouais, tu lui dis, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est une super aventure. Et cette première IA nouvelle génération, on l'a faite. On a des chiffres, elle peut expliquer et ça aussi, après c'est du visuel, là je peux pas, ouais. mais quantifiable, vraiment, réutilisable et puis français. Français aussi. Et français. Trop bien. Ouais, incroyable. C'est vrai. C'est de pouvoir se dire alors, ça. après on dit français, mais il faut savoir que c'est un effort humain déjà. Ouais, exactement. C'est-à-dire que y a les gens de l'équipe qui sont incroyables. Il y a des gens qui ont jamais réussi à bosser parce que l'entreprise leur convenait pas et là ils vont bosser 20 heures sur 24. Ils sont super contents, mais c'est vrai, quoi. Il va y avoir des chercheurs à la retraite ou des gens très très jeunes. On a des bébés stagiaires de 12 ans à 16 ans qui déchirent, mais tu vois, s'ils disent tiens, on vient faire un stage d'observation, on dit ouais, mais ici tu vas un petit peu coder, eux ils sont super contents. C'est vraiment un écosystème génial et on est très très favorisé parce que il y a beaucoup de chercheurs étrangers qui sont intéressés par le sujet et qui vont collaborer, mais complètement gratuitement. Ouais, ils vont vous donner ce qu'ils ont pour vous faire avancer. On est un peu les good guys et on est invité dans des conférences. Les conférences, là, la semaine prochaine, non, en fin de semaine, je pars en Italie
avec Jean-Baptiste pour présenter justement le robot et surtout le transfert sur les applis dans une conférence internationale. En principe, c'est les chercheurs, c'est pas des boîtes. D'accord. On vient pas faire de la pub, on vient dire mais oui, votre technique, parce que c'est une communauté qui est justement IA explicable, fameux IA symbolique, mais vos techniques, eh bien, regardez, ça fonctionne sur le bridge et puis ça fonctionne sur des d'autres domaines. Exactement. Est-ce que tu aurais des exemples de domaines ou de choses applicables que tu as le droit de partager ou je sais pas Oui. Comment est-ce que c'est transférable justement est-ce qu'il y a un domaine particulier où on se dit ok, il y a de l'adversité, il y a machin, il y a les critères du coup du bridge? Alors ça c'était l'idée au départ, mais en fait je pense qu'on s'est aperçu parce que Jean-Baptiste et moi on n'avait jamais créé de boîte avant, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, et en fait au départ c'est Jean-Baptiste qui connaissait les technos, puisqu'on travaillait ensemble, qui a commencé à chercher les domaines, ça c'est sûr. Mais en fait, quand on approchait des gens, on leur disait quels sont vos problèmes. Et eux étaient incapables de nous donner des problèmes. Ils nous disaient dites-nous tout ce que vous pouvez résoudre et on vous donnera des problèmes. Et ça ne marchait pas du tout. Non, ça ne marche pas. Mais pas déjà, ça c'est un vrai truc humain de ne pas être capable de nommer les problèmes qu'on a. Ça, c'est ça. Franchement, même moi, dans mon entreprise, les clients, on leur dit voilà, on fait un petit call, vous nous dites qu'est-ce que vous avez besoin et on vous fait une solution sur mesure. Alors ça, c'est vraiment l'utopie que j'ai eue au début, mais c'est héros. Et puis après, tu discutes et tu t'aperçois qu'ils ont des Proposez quoi non, mais c'est ça. Et on a eu la même chose. Donc là, Jean-Baptiste quand même s'est accroché. Alors il y a beaucoup de gens qui venaient, oui, super, vous faites de l'IA, on adore votre boîte parce que on faisait une com, alors très. Vous aviez le mot à la mode. Ouais, c'est ça. Après, on est devenu à la mode. Mais c'était assez classe de dire ouais, on fait de l'IA explicable, mais on en faisait il y a 5 ans. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'était pas du tout à la mode. Voilà. Et puis, de toute façon, il y a la proportion de chercheurs dans le domaine et dans d'autres domaines. Chez Nukai, elle est quand même énorme. Quoi. Donc, de la même manière, moi, j'ai des collègues qui travaillent encore avec moi. Moi, je vais travailler aussi pour toujours pareil. Moi, quand je fais des conférences, je suis jamais payée. Je demande pas à être payée. Je vais pas venir dans leurs universités et, sous prétexte que Nukai commence à être un petit peu célèbre, me faire payer quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est une démarche qui est louable. Tout le monde fait pas ça. Oui, mais je sais pas. Mais enfin, c'est pour le bien commun, pour faire avancer la cause en soi, la techno. Si ça peut allumer l'idée chez quelqu'un ou faire avancer un truc. Et ça me rappelle une histoire où, en fait, j'ai vraiment présenté le robot Nook un peu partout dans le monde, mais aussi en France, pour expliquer les technos qu'il y avait derrière, parce que j'avais besoin de montrer que cette IA nouvelle génération, il y avait vraiment différents modules. Et que c'était pas juste un gros fake. Il y a un peu ce show don't tell. On est obligé d'avoir cette pièce waouh qu'on regarde et on se dit ok, je vois tout de suite à quoi ça ressemble et ensuite on va aller creuser derrière ce qu'il y a. C'est exactement ça. Donc après les interviews avec des journalistes qui souvent étaient vraiment super et qui m'ont forcé un petit peu à expliquer les choses de manière moins... moins geek. Ouais, moins geek, moins recherche. Finalement, j'ai fait ça dans le monde de la recherche. Mais il fallait aussi que je sois au niveau parce qu'il y a tellement de technos différentes qu'on a mixées qu'en fait, personne n'est spécialiste de toutes. Et en fait, ce petit robot Nook, là, qu'est-ce que c'est ? C'est un robot qui nous a permis, en gros, de construire des outils nouveaux. Donc, en fait, maintenant, on a une boîte à outils avec les outils anciens. C'est le deep learning, s'il y a un petit bout du problème, il faut faire du deep learning, on n'est pas là, non, c'est pas bien. Ouais. On va limiter pour des histoires de ressources, mais sinon, si ça fonctionne, on le prend. Voire des fois un algo informatique qui n'est même pas de l'IA, on n'est pas vraiment hype. Et puis par contre, sur tous les bouts que les gens n'arrivent pas à résoudre, on a quand même défini des outils nouveaux qui sont hybrides puisqu'ils mélangent des technos. Et ça s'est fait sur les 5 ans. Ce qui fait que maintenant, de plus en plus, quand Jean-Baptiste arrive avec un problème sur un domaine, on a souvent une solution toute proche. D'accord. Voilà, c'est ça. En fait, votre avantage, c'est que vous avez tous les blocs à disposition et vous les pluguez de la bonne manière pour répondre le plus efficacement possible. Exactement. En fait, tu as vraiment dit le bon mot.
moi je vois ça comme des petits modules en fait, et qui sont pas ad hoc sur le bridge, puisque c'est général, puisqu'on n'a pas... C'était le désavantage du Go, c'est ce que tu expliquais, c'est que c'était pas forcément transférable ou réutilisable facilement. Et là, vous avez développé du coup des blocs qui n'étaient pas forcément uniquement liés au bridge. Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, dès que je travaillais avec des bridgers qui voulaient mettre trop de choses bridge, je disais non, parce que moi je la livre. Oui, non, c'est ça. Qu'elle serve à plus tard. Oui, non, mais c'est surtout, on va perdre du temps et puis ça pourra pas être transféré sur les applis, parce que quand même l'idée c'était vraiment de créer quelque chose qui allait changer des choses aussi sur d'autres domaines. Hein. Notre but c'était pas de construire un robot de bridge, je dis regardez on est plus fort, etc. C'était de construire cette boîte à outils. D'accord. Sur le site, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que dans les exemples d'applicables, parce que peut-être que pour les auditeurs, ce sera aussi un peu plus facile de se projeter de quelles sont ces applications concrètes. Il y avait des problèmes de logistique dans l'aviation, ce genre de choses-là. Donc en fait, je sais pas, disons que je dois ranger mes avions correctement, ils arrivent, ils partent et machin, et c'est avec un mélange de tous ces blocs-là qu'on arrive à mieux optimiser l'espace. C'est quoi les types de problématiques Alors là, l'aéronautique, c'est génial, mais il y a... alors là, autant avant, il n'y avait pas de problème, les gens ne nous présentaient pas de problème, ou alors c'était, oui, j'ai des vidéos... ah bah oui, c'est pile ce qu'on fait pas. Nos pas concurrents, mais nos collègues font ça très bien, quoi. Les vidéos, il n'y a pas de sémantique, les réseaux neuraux, c'est parfait. Et là, l'aéronautique, c'est rempli de problèmes où il y a les 3 caractéristiques. Il faut garder l'humain dans la boucle, c'est-à-dire récupérer l'expertise. Ouais, il faut aller chercher les pilotes et qu'ils écrivent tout ce qu'ils connaissent depuis 50 ans sur des feuilles. Exactement. Et en fait... Ça, c'est flippant de se dire qu'il y a tellement de gens qui ont des années d'expertise, qui sont seniors, qui peuvent peut-être même partir à la retraite, ou des gens... Et on a ça nulle part. Hein. Il n'y a personne qui a fait de la documentation totale. C'est ça. Et alors, je vais juste donner un exemple du premier problème qu'on a traité. Ça s'appelle le crew pairing, rotation d'équipage en français. Okay. Alors, en entrée, c'est facile. Tu as ce qu'on appelle une programmation de vol. Et une programmation de vol, c'est le truc sur lequel tu cliques. Un avion, un pilote. Non. C'est ce que tu as quand toi tu veux choisir un vol. D'accord. On peut donner la liste de tous les vols alors là c'est Transavia, de Transavia sur un mois. Ok. Voilà. Et donc il va y avoir le type d'avion, les horaires, les départs, etc. Mais il n'y a absolument pas les pilotes. Justement. Il faut mettre les gens là-dedans. Et oui. Et là il y a 2 étapes. La première étape, c'est de créer ce qu'on appelle des rotations. C'est-à-dire, c'est anonyme, tu nommes pas l'équipage, mais tu sais que c'est le même équipage. Donc, un équipage, ça va être pilote, copilote, et puis steward, et hôtesse de l'air. D'accord, c'est ça. Donc, en fait, crew pairing, c'est avoir un équipage qui est un bloc de X humains et un avion. Oui, mais non. C'est ça qui est... Moi, je crois que c'est le crew pairing que je comprends. Alors, le crew pairing, c'est... Tu vas faire, en fait, une sorte d'emploi du temps anonyme, où tu dis, cet équipage, je ne sais pas qui c'est, l'équipage 2023, il va être sur tel vol, puis il va rentrer et s'arrête. D'accord. Et donc, il y a des variables où, humainement, il faut qu'ils dorment. Donc, ils ne peuvent pas être mis à tel endroit. Exactement. D'accord, ok, super. Donc, c'est ça. Ça va être une rotation. Ça peut être juste sur un jour. Donc, avec le fameux équipage qui fait un aller-retour. Je sais pas, Paris-Toulouse, Toulouse-Paris, voilà. Mais ça peut être aussi sur plusieurs jours. D'accord. Alors, ça, c'est sur du moyen courrier. Et en fait, ce problème a l'air assez facile, mais si tu calcules... Fois des millions. l'espace, en fait, avec les paramètres actuels de Transavia, parce que En fait, on leur a expliqué que c'est un peu comme un Rubik's Cube, c'est-à-dire le truc 2-2 ou 3-3, ça va. Et là, en fait, ils sont passés du 3 au 4 au 5, et il y a une explosion combinatoire. Donc, ils disent, on n'y arrive plus. Alors, on a vu ça cet été. On n'y arrive plus. Oui, mais c'est normal. Et en fait, avec leurs outils plus l'humain, avant, ils mettaient 10 jours pour sortir le crew pairing, voilà. 10 jours, et en plus en perdant quand même pas mal d'argent.
parce que ça veut dire que dès que tu as des avions qui reviennent à sec, il n'y a pas de passagers, ce genre de choses, tu vois. Donc ils perdaient beaucoup d'argent et péniblement ils arrivaient à trouver une solution. Par contre, il faut qu'elle soit valide, c'est exactement ça. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a travaillé avec une commandante de bord, instructeur, qui est aussi une bridgeuse. Donc ça s'est fait pour comme faire ça. l'étape 1. Voilà. Et on s'est mis avec elle et c'était génial. Elle nous a donné les contraintes. Elle nous a dit là, vous trouverez les choses, etc., etc. Et ce problème, il ressemble à un jeu. Il ressemble pas au jeu de bridge. Mais je te jure, il ressemble à un jeu. Tu vois, un jeu. Il y a des jeux comme ça. Je sais pas si tu connais, il y a le jeu Flight Simulator où on peut jouer au jeu d'avion. Mais il y a aussi... alors le nom m'échappe, mais c'est en gros Aéroport Simulator, hein, où en fait on est commandant de vol et on donne les instructions aux gens qui jouent dans Flight Simulator. C'est génial. Et du coup, il y en a qui s'entraînent. Tous les pilotes aujourd'hui sont entraînés sur Flight Simulator, mais tous les gens dans les tours de contrôle sont aussi entraînés sur ce jeu-là qui joue en parallèle avec mon oncle et un fan incontesté de ça. C'est génial ça. Et ils sont tellement d'heures qu'ils ont des pilotes d'entraînement qui viennent avec eux parce qu'eux, ils sont une équipe de 12 médecins qui jouent tous les soirs à 3h du matin sur leur truc et qui ont appris sans être pilotes et qui ne font que ça en digital. Mais donc, c'est vrai que c'est un jeu de fou. C'est comme Farming Simulator, on pourrait se dire conduire un tracteur, planter des carottes, c'est pas un jeu. Mais au final, c'est un jeu. Et moi, ma famille, ils sont maraîchers. Et j'ai plaisir à jouer au jeu parce que je connais la réalité du terrain et du coup il y a des choses qui sont logiques et essentielles pour moi qui ne le sont pas pour des joueurs novices de Farming Simulator. Ouais, c'est En fait, ils vont acquérir de l'expérience sans jamais avoir touché de la terre. Quoi. Et c'est exceptionnel. Mon oncle, il est ophtalmo. Ouais. Il n'a jamais rien fait d'aviation, etc. Peut-être un peu de planeur quand il était jeune, mais... Et aujourd'hui, il passe des heures et des heures à faire du commandant de bord et de l'aviation en ligne sur Flight Simulator. Je vais en parler parce que justement, j'ai un rendez-vous demain avec Pauline, donc, qui est la commandante de bord avec qui on a travaillé au début, quoi. Et avec elle, demain, on va... Et puis, j'essaierai de te donner le nom du jeu avec la tour de contrôle, etc. En fait, le but de ce jeu-là, c'est de... on a des avions qui arrivent et on doit leur dire à quel port ils doivent aller se garer, où est-ce qu'ils doivent aller remettre leurs essences, est-ce que lui il peut atterrir, où est-ce qu'il doit faire des boucles. Vraiment commandant de bord, mais c'est sous forme de jeu avec des points, un classement. Voilà. Alors tu leur demanderas s'ils ont introduit les NOTAM dans ce jeu. Les NOTAM, c'est une sorte de message codé qui décrit... des conditions, ça peut être la météo, des contraintes, des je crois que c'est poussé au réalisme le plus réel comme donc Flight Simulator. Donc c'est sûr qu'il doit y avoir un truc de notamment. Après moi je suis pas du tout, je connais pas, je regarde juste mon oncle jouer. Oui, c'est ça. Non, je lui en parlerai quand même demain, quoi. Et donc voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on a récupéré l'expertise et on a commencé à utiliser des algorithmes qui passaient l'échelle sur premier bloc. Parce que je t'ai dit, c'est 10 puissance 1000 en fait, la taille de l'espace. Et je crois que dans l'univers, il y a 10 puissance 67 ou 70 atomes. Donc 10 puissance 1000, c'était pas étonnant qu'ils n'arrivent pas à se retrouver là-dedans. Et ça nous a forcé, comme le bridge, à trouver un nouvel algorithme. Alors bien sûr, celui-là, on ne le publie pas. Est-ce que tu imagines ? Nous, on est petits, on est 20. Si ça tombe dans les mains de n'importe quelle... boîte qui dispose de plus de codeurs, etc. Donc, maintenant, on arrive à faire, donner des sorties avec un truc qui tourne entre, je dirais, 10 ou 15 minutes. Et au lieu de 10 jours. Voilà, et qui est plus optimal. Mieux Bien et sûr. 100 fois plus rapide. C'est-à-dire qu'on essaye quand même d'optimiser le coût. Et là, en fait, ce que j'adore, c'est qu'il peut y avoir... vraiment un game changer. Parce que jusqu'à maintenant, ils faisaient programmation de vol. 10 jours après, le truc anonyme. Les pilotes et le personnel non pilote cliquent pour choisir en donnant des préférences. Et là, on va plus ou moins tenir compte des préférences. C'est ce qu'on appelle l'étape de rostering. C'est-à-dire que au final, il y aura bien l'équipage, on saura que c'est un tel. Mais avec le temps, il n'y a aucune chance de revenir en arrière.
Parce qu'il y a 10 jours, et après, ils choisissent, et à la fin, ils sont à l'agonie, et puis ils ont leur truc. Il y a du forcing, il y a de l'abandon, il y a de l'annulation, il y a ce genre de problème-là. Imagine ce que ça veut dire de faire en 15 minutes. Ça veut dire que... C'est modifiable. Voilà, on peut dire, mais excusez-moi, mais là, si vous déplacez votre avion de 5 minutes, vous allez gagner ça, etc. S'il y a un pet, c'est pareil, on va pouvoir relancer, tu vois. Et mon rêve, c'est de bosser sur le rostering, d'accord ? C'est encore un truc de recherche différent. Et puis, donc demain, ma réunion avec Pauline et puis une chercheure junior de chez Nukai, on va se voir toutes les trois pour définir un petit peu les contours et voir. Et ça va être de cette nouvelle recherche. Exactement. Et l'idée, c'est de faire une boucle complète. Programmation de vol. On commence, éventuellement des scénarios différents. Dire voilà. Et c'est l'humain qui va choisir, parce que finalement, l'humain, il garde sa place, il a son mot à dire. Ou on peut lui dire, tiens, là... Et puis, il peut aussi choisir, en fait. Parce que là, est-ce qu'il veut optimiser l'argent ? Est-ce qu'il veut optimiser la sécurité ? D'accord, donc quand tu dis des scénarios différents, c'est par exemple d'aller prendre différents types de pilotes ou différents types d'équipage et leur dire, moi, je préfère pas voir ma famille et faire 5 vols de plus et gagner plus de sous. Moi, je préfère être à la maison le dimanche. Voilà, et pouvoir faire en sorte que tout le monde soit content. Et donc, si tu fais une boucle plus courte, tu peux t'apercevoir que ta rotation d'équipage, là, avant il y avait 10 jours, maintenant c'est 5 minutes, 15 minutes, ça bloque quand ils choisissent. Et du coup, tu peux revenir en arrière. En gardant ceux qui sont bloqués et qui fonctionnent. Exactement. Et continuer à laisser tourner ceux qui... Tu vas faire un cycle et au bout de, je pense, assez peu de jours, tu vas vraiment converger sur un ensemble qui est optimal. Et tu auras encore le temps de dire les gars, vous ne pouvez pas juste changer de 10 minutes ce vol, parce que là, regardez, tout va bien se passer. Voilà, c'est incroyable. Ça permet, c'est vrai que du coup, là où, je vais dire, le hasard, ou la manière de faire avant, ça, il y avait peut-être un taux de satisfaction de genre 60%, il y en a plein qui devaient échanger, machin. Si tu arrives à bloquer 20%, refaire une tournée, vu que ça dure plus que 10 minutes, bloquer 20%, refaire une tournée et de faire ça en une journée, mais d'avoir un taux de complétion de 90%, c'est révolutionnaire. Quoi, en fait. Et tu sais qu'en fait, au démarrage, je me souviens avec Pauline, quand on commençait à modéliser ça, elle m'a dit, mais le nerf de la guerre dans ces compagnies, ce sont les pilotes. Parce que si tu leur fais des trucs pourris, par exemple, elle me dit, moi, si je dis, je préfère les vols du matin, j'ai que des vols du soir. Donc elle s'en va pas parce qu'elle se sent bien chez Transavia, ça se passe bien, mais elle me dit quand même le fait que justement... oui, c'était plus considéré en tant qu'humain, mais ça fait partie de votre point numéro 1, c'est de garder l'humain dans la boucle. Complètement. Mais que ce soit au niveau de l'entraînement de votre techno ou de l'utilisation finale de votre petit bloc que vous venez de créer. Exactement. Et aussi, ce qui est très important, c'est que c'est l'humain qui... Nous, c'est pas parce qu'on fournit ces outils, ces programmes ou ces sorties qu'on décide de la stratégie de Transavia. Si Transavia dit, moi, je veux optimiser l'argent ce mois-ci, c'est un paramètre. Vous n'êtes plus... c'est pas notre problème. On va bouger le curseur en fonction de leur demande. Et puis c'est tout. Si par contre, vous voulez favoriser le bien-être des pilotes ou le fait qu'il y ait le moins possible de galères avec les avions, parce que là, cet été, c'était complètement catastrophique, c'est eux qui décident. Pour nous, c'est juste des paramètres, puisqu'on n'a pas de pré-traitement. On ne pré-traite pas leurs données du passé. On est vraiment réactif. C'est un des avantages de démarrer par l'humain et non pas par des centaines d'heures. C'est ça. C'est comme le jeu de bridge. On a appris les règles. On a pas de biais. Voilà. Et si on nous rajoute 4 contraintes où la législation change, mais ça nous prend un quart d'heure parce qu'on les a rangées au bon endroit et on relance le programme. Que de devoir réentraîner des choses en enlevant certaines choses. Exactement. On en parlait avec Nicolas justement de ça, d'avoir son exemple, et je l'ai trouvé très marquant et je le raconte à ma grand-mère quand je lui parle d'IA maintenant. Je lui dis l'IA aujourd'hui elle se comporte parce que dans la littérature française, etc., l'IA, c'est souvent Terminator et l'IA, elle est méchante, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a Bard et Bing et toutes ces IA qui prennent souvent ce genre de décision ou de terminologie quand ça part en cacahuète, parce qu'il y a tout ce background-là, en fait. Et si on avait changé ça, on n'aurait pas forcément biaisé les résultats qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est un des problèmes dans le pré-training et dans toutes les datas, c'est qu'on n'est pas capable, vu la quantité de pétabytes, etc., de données,
de faire un vrai tri concret C'est de ce ça. qu'on veut garder, de ce qu'on veut pas garder. C'est ça. Et alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que, en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est que nous, on fait des calculs un petit peu plus complexes, puisque c'est de la logique, etc., mais beaucoup moins. Alors que les méthodes numériques, elles font des milliards de petites opérations, mais c'est très bête, en fait. Et ce qu'ils lancent, et en plus, sans expliquer, à la limite, elle ferait ça, puis elle dirait, voilà, à haut niveau, voilà pourquoi la machine a pris la décision, pourquoi pas. Mais en plus, non. Non. C'est-à-dire qu'il y a pas. Et en fait, c'est comme si on te disait de faire un calcul en maths, et toi, systématiquement, tu fais tout. Je sais pas, un calcul très long. Et t'as juste une petite boîte pour mettre le chiffre à la fin. Et en fait, il y a une règle qui existe, qui t'aurait permis en une ligne de faire le calcul. D'accord ? Et c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est ça. Moi, je suis assez fainéante, donc dans mes études, j'étais pas trop à faire tous les calculs, mais plutôt essayer de trouver. Notre IA, elle est fainéante, quoi. Elle se dit, voilà. Et c'est souvent le point de départ de très bonnes idées. Souvent, on dit que les fainéants sont les premiers à trouver les chemins transverses pour gagner du temps. En fait. Voilà, alors je dis ça, mais en fait. Quand je suis passionnée, quand je suis passionnée, je peux bosser. Mais moi, je ne vais pas faire 50 fois la même tâche. Même si je suis passionné de ma tâche, je ne vais pas faire 50 fois la même tâche. Je vais passer 4 heures pour l'automatiser et je passerai 5 minutes la prochaine fois. Mais c'est ça. Non, mais moi, voilà, c'est exactement ça, quoi. Et puis, c'est pas que pour moi. Moi, je veux pas que les gens de mon équipe fassent des trucs. Pareil, qui les éclate pas, qui soient fastidieux. Des fois, on en fait. Là, c'est un plaisir de faire, surtout dans la recherche, j'imagine, vu que c'est un terrain qui n'est pas damé, vous êtes obligé de faire des choses à perte de temps en permanence pour trouver le bon. Mais une fois que c'est fait, vous faites une procédure standard. C'est ça. On va pas refaire. Tu n'as plus besoin, toi, en tant que petit nouveau qui arrive, de te refaire tout ça, quoi. Et en fait, tu te poses 2 secondes et tu te dis, c'est pas la peine que je cherche sur tout l'espace. Je vais déjà me demander quelle est la zone intéressante. Ça fera déjà un petit peu de boulot de gagner, tu vois. C'est un petit peu ce que font nos méthodes. C'est-à-dire que en interaction avec l'homme, elles vont zoomer sur des choses plutôt que d'être là. Je pars dans tous les sens. Pourquoi utiliser ChatGPT qui est autant capable en sciences, médecine, maths, littérature, copywriting, marketing, alors que moi j'ai juste besoin de marketing. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, et en fait, ça me fait rebondir sur une... Non, j'ai pas trop envie là de parler de ChatGPT. C'est un super outil, mais moi je l'adore, je l'utilise tous les jours. La question n'est pas là, mais moi je trouve aussi que c'est juste un gâchis de ressources. Oui. Et des fois, je préférerais avoir un curseur à 100% sur le marketing pour avoir des meilleurs résultats que d'avoir un curseur à 60% sur tous les domaines. Pour beaucoup de choses. Alors, je vais te pitcher mon idée. Parce que normalement, je voulais pas en parler, mais j'en ai parlé hier. On n'est pas obligé, on peut en parler après l'épisode. Non, parce que j'adore cette idée, mais on l'a pas encore mise en place. Mais en fait... Juste au cas où, l'épisode sortira dans 2 mois. Ok, voilà. Alors parfait. Non, mais même, c'est pas... En fait, l'idée, c'est justement, tu l'as très bien dit, cette ChatGPT, c'est vraiment un modèle stochastique, etc. Au niveau du traitement de la langue nat, c'est génial, c'est un super outil. Mais par contre, vu que ça va chercher ses ressources un petit peu partout, il faut apprendre à la dompter. Donc ça, tu connais, tu vas faire des prompts. Donc moi, l'exemple que je donne toujours, c'est si je dis pourquoi le ciel est bleu, ça va partir dans tous les sens. Si je dis je suis avec mon neveu de 5 ans qui me demande pourquoi le ciel est bleu, tu vois, ça va se diriger vers... réponse formée, simple. Etc. Bon. Ensuite, mais je me dis, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser nos méthodes pour dompter l'IA, mais je le ferai jamais sur l'ensemble de tous les domaines. Je voudrais bosser avec un domaine précis, par exemple marketing, et encore, pas tout le marketing, la banque, finance, ou un petit truc. Récupérer la fameuse expertise humaine pour dire qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont les termes, qu'est-ce qui se passe dans cette chose-là. Et quand il y a, par exemple, si c'est un chatbot, un utilisateur qui pose une requête, il l'écrit, mais au lieu de la donner comme ça à ChatGPT, on plug en fait notre base sémantique pour essayer justement de générer automatiquement un prompt qui va aller donc sur le bon domaine, la bonne chose. Ça, c'est ce que j'appelle le pré-traitement, mais pas au sens on fait tourner. Et ce prompt, on va le montrer à l'utilisateur. Et il va nous aider
en fait. Mais totalement. Et ça m'allume une lumière et ça me fait penser un des prochains invités que j'ai qui a pris son créneau qui va venir parler sur le podcast, c'est Selim qui travaille dans une boîte qui s'appelle Mark Copy. Et leur premier truc, eux, c'est le SEO, l'écriture SEO, taguer des mots, les mots-clés, l'écriture d'articles, etc. Et ils ont fait tout de suite le pari de dire l'IA toute seule, ça marche pas. L'IA et des rédacteurs web professionnels, ça marche. Et donc, ils ont fait ça. Ils entraînent... Alors, je n'ai pas encore rencontré Selim et je n'ai eu que l'occasion de discuter avec leur équipe marketing, donc je ne sais pas du tout le côté technique de tout ça. Mais ils entraînent leur modèle, vulgairement, je ne sais pas techniquement, mais ils entraînent leur propre modèle avec les rédacteurs web professionnels, seniors, freelance, avec qui ils travaillent. Et du coup, quand on reçoit des résultats de Mark Copy, il y a des pré-prompts, même si le terme n'est pas forcément très adapté, qui ont été travaillés par des rédacteurs. Et en plus de ça, les résultats sont traités par des rédacteurs pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ce qui fait que quand on reçoit un article écrit par Mark Copy et un article écrit par ChatGPT, il y en a un qui marche bien en SEO et l'autre qui se fait taguer en tant que bot, spam ou généré par IA. Et je trouve que leur méthode, même si l'outil est peut-être un peu cher et machin et tout ça, j'ai plein d'avis là-dessus, mais je trouve que leur démarche, et c'est pour ça que je veux faire venir Selim sur le podcast, elle est vraiment dans la même chose que vous. Et c'est pour ça que vous faites partie des gens que je décide d'inviter sur le podcast. Vous gardez l'humain à l'intérieur et vous ne perdez pas de temps à traiter l'entièreté des milliards de data inutiles. Et justement, dans cette idée, c'est pas que les pré-prompts, hein, c'est aussi lancer plusieurs fois ChatGPT parce qu'il est stochastique, donc comme tu dis, il n'y a pas de raison, quoi. Et refaire le mapping avec les abstractions mais automatiquement, hein, mais en accord avec l'humain, pour proposer, juste pour déjà raccourcir et pour parler avec les abstractions qui sont connues par les experts, en fait, puisque c'est les experts qui vont demander. Donc, comme tu l'as dit, possèdent l'expérience. Voilà, le post-traitement. Ouais, post-traitement. Et si c'était, par exemple, dans le cadre d'une banque avec des clients, l'idée, ça serait en plus, parce que c'est aussi notre spécialité, c'est de personnaliser les outils. Parce que finalement, donc tu sais que la requête est posée par un utilisateur avec qui tu as déjà interagi. Donc, tu as des connaissances sur lui, pas pour l'espionner et lui vendre je ne sais pas quoi derrière. Juste qu'il n'ait pas besoin de répéter qu'il a 2 comptes et qu'il voudrait parler sur le deuxième compte. Il n'a pas besoin de le répéter à chaque fois. Et s'il a déjà fait cette requête, et puis, etc., tu vois, on parle de manière un peu plus, je sais pas, vulgaire ou plus chaude, avec un ton de telle manière qu'il n'y ait pas besoin de le répéter à chaque fois. Exactement. Et tu vois, donc ça, c'est le côté personnalisé. Et ça me fait penser à ce qu'on fait dans l'éducation, parce que tu parlais d'application. Donc là, j'ai beaucoup parlé sur l'aéronautique parce qu'il y a 1000 sujets. Mais c'était super, franchement, c'est concret et on voit la profondeur des problèmes où on se dirait c'est impossible, il y a tellement de paramètres que c'est impossible à gérer. Et en fait, avec ce type de process et technique, en ayant et l'algorithmique et le machine learning et l'IA, on arrive à avoir et l'humain. Parce que, en fait, moi je dis, pour avancer dans le bridge, il fallait avoir ce qu'on appelle une IA hybride, mettre des paradigmes, des boules, ça y est, j'ai raconté. Mais l'hybride, c'est aussi l'hybride humain-machine. Parce que contrairement à ce qu'on veut... Voilà, c'est ça. Et contrairement à ce qu'on veut faire croire, la machine, elle est très, très, très loin de capacité humaine sur pas mal de choses. Les gens qui utilisent le terme AGI... quelle horreur. Ça, je déteste. AGI. Ouais, c'est ça. Ça, je déteste. Et l'autre application, ça va être très rapide, qui est une de mes préférées, ça s'appelle Cartoon. Et Cartoon, donc ça, c'est déjà un produit, puisque cette appli est déjà utilisée dans des écoles primaires de France. Donc pour l'instant, Cartoon, c'est pour des enfants, on va dire, de 5 à 7 ans. La base, c'est quoi ? C'est une petite version du Bridge, où il n'y a que 40 cartes. Et où les cartes, plutôt que ce soit cœur, carreau, pique, trèfle, c'est des robots, des animaux, tu vois, des cartes très sympas. Un peu gamifié. Complètement. Par contre, c'est un 10, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, derrière, on les fait jouer et on va leur poser des exercices en utilisant ces cartes qui leur plaisent, puisque c'est des robots, etc. Et en fait, sans le savoir, ils vont apprendre des choses, des notions mathématiques. Donc là, l'idée, c'est faire passer des mathématiques. Et c'est génialissime, tu verrais... Du genre,
machin a joué le robot rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ta camarade a telle carte dans la main parce qu'il a joué ça? Ah bah oui, bah du coup. Et en fait, il a compris une logique induite par l'expérience. Complètement. Et puis, ça peut être aussi en dehors du jeu. Tu leur poses des cartes et tu dis... Ouh là là, qui a le plus de points? Oh bah tiens, celui qui savait pas faire des additions, là, il est motivé, il veut pas perdre. Et les professeurs d'école, ont dit c'est incroyable parce que il y a des, tu sais, en CP, t'as déjà des gosses. Faut les motiver. Non mais lui, elle est nulle. C'est les gosses entre eux. Donc tu vois, la gosse, elle a l'étiquette cancre par ses notes et aussi par ses camarades. Et là, cette gosse. Elle a déchiré les exercices. Pas que jouer, mais aussi les exercices. C'est juste qu'elle est atypique. Et t'imagines la valorisation. Et la professeure d'école m'a dit, mais c'est incroyable. T'aurais vu les yeux sa vie, elle n'aurait pas été pareille en faisant 10 ans d'école avec ou sans. Ma copine est neuroatypique et j'avoue qu'elle s'en plaint beaucoup de toute sa scolarité qui a été très très difficile pour elle. Mon petit frère... a toujours été lunatique et on a eu la chance d'avoir certains profs qui ont toujours été dans la gamification, qui allaient vraiment très loin pour s'intéresser. Alors moi, je me souviens, je jouais à un jeu de cartes qui s'appelait Yu-Gi-Oh! Et nos profs de maths nous faisaient calculer les probabilités. En fait, le jeu, c'est tout simple. On a un deck de cartes, on a le droit de créer nous-mêmes nos combinaisons de cartes et on peut aller entre 40 et 80. Donc il y en a qui font des compétitions avec 40, il y en a qui font des compétitions avec 80. En fonction des stratégies, il y en a qui ont des cartes essentielles qu'il faut qu'ils piochent rapidement, donc ils font plutôt 40. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de cartes pour jouer, donc ils mettent plutôt 80, etc. Et mon prof, il regarde mon jeu, il me dit on va calculer ensemble, et il m'a dit le nombre de cartes optimales pour ta manière de jouer, c'est ça. Et concrètement, moi j'ai appris les probas, la manière de... cette carte-là, elle est essentielle, il faudrait plutôt que tu en mettes 3 dans ton jeu parce que avec 36 cartes, 3, ça te fait 1 sur 12, donc c'est ultra probable. Et moi, j'étais en 6e, mais les probas, c'était 20 sur 20, non-stop, les maths, c'était génial, etc. Parce qu'on allait dans l'applicatif concret où est-ce que moi, j'en ai besoin en tant que gosse. Si les maths viennent à moi dans mon domaine, c'est génial. Mais c'est exactement ça. Et ça me rappelle, à un moment donné, j'avais donné des cours en informatique et c'était passionnant parce qu'on leur faisait coder PGCD, machin, etc. Et à l'époque, ils avaient sorti les Lego robots où justement tu peux coder et après ton truc bouge. Et j'avais dit à l'université, mais vous pourriez... Et ils disent, c'est bizarre, les étudiants, après le L1, ils veulent plus faire d'informatique, tu m'étonnes. Donc j'ai dit, mais on pourrait pas acheter ces trucs de Lego, etc. Et non, ça coûte trop cher, alors qu'on achetait des licences une fortune. Mais c'est exactement ça. Et là, alors sur Cartoon en plus, il y a vraiment, ça met en avant un petit peu ce qu'on disait, c'est que l'idée, tu fais cette appli, donc les gosses peuvent jouer, mais ils peuvent faire des exercices, etc. Et là, en gros, déjà la première chose, c'est qu'on va abstraire les traces. Abstraire, ça veut dire que on va fournir aux professeurs d'école un retour, mais c'est pareil, c'est pas des stats, c'est pas dans 12% des cas, où il a 15 sur 20, on utilise l'abstraction pour dire attention, apparemment cet élève a des problèmes dès qu'il y a une retenue. Tu vois, c'est pas tel exercice. Oui, il n'arrive pas à calculer telle chose parce que... En fait, on fait ce qu'on appelle de l'apprentissage symbolique. Cette fois, on utilise donc les abstractions. C'est-à-dire la notion de retenue, c'est les experts qui nous la donnent derrière les exercices. Et on va fournir une sorte d'aide pour qu'ensuite, elle soit capable de se dire... Ça permet de voir que Timothée, il a du mal aux multiplications, que machin, il a du mal sur la mémoire. Peut-être qu'il y en a qui inversent le 6 et le 9. Peut-être qu'il y en a qui a un problème avec les couleurs. Tu vois, tu peux même faire de la détection de choses, mais à haut niveau. Ouais. Et l'autre chose, alors ça, c'est mon délire, et ça, c'est plutôt Cartoon Home, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où... Ça se présente comment? C'est des cartes, il y a une caméra pour avoir le flux, c'est sur tablette non, c'est sur tablette. C'est sur tablette, d'accord. Okay. Ça peut tourner, pour l'instant, sur tablette, sur PC, etc. Mais moi, ce que je suis en train de faire, c'est le futur de ça. C'est normal, hein. C'est un Cartoon petit peu... 2. Alors c'est plutôt, j'appelle ça Cartoon Home, parce que là, ce serait... c'est un enfant qui l'utilise, donc c'est vraiment ses traces, c'est lui qui décide
comment il fait. Je pourrais beaucoup plus gamifier, parce que là, quand tu dis aux instits, tiens, on va mettre un petit son, un truc, non, bah, c'est normal, on peut pas, on est en classe, etc. Donc là, je suis complètement freelance là-dessus. Et mon idée, c'est de beaucoup plus gamifier. Donc, par exemple, dire que quand ils ont réussi certains exercices, bah, ils ont le droit de jouer ou de customiser leur carte et d'utiliser un truc en open source de graphisme. Ou alors, ils peuvent aussi faire des petits trucs de programmation, tu vois, mais vraiment type Scratch, des trucs, voilà, génial, pour dire, bah tiens, quand je gagne, moi, je veux un petit perso qui fait ça, voilà. Donc l'idée, c'est ça, mais c'est surtout cette fois-ci les traces, de les étudier, les traces de l'enfant par personne. Voilà, et de lui générer automatiquement des exercices en fonction de ce dont il a besoin. Alors, les conclusions, c'est déjà génial parce que c'est ultra applicable, c'est ultra concret, personnalisé et en temps réel. Mais alors, l'étape d'après, juste de toutes ces conclusions-là qu'on a tirées de Timothée qui n'arrive pas à la retenue et qui mélange le 6 et le 9, de dire que les 3 prochains niveaux, ce sera différencier le 6 et le 9 et travailler plus sur la retenue. Et en fait, ça fait un jeu de 20 étapes où chacun a le niveau qui lui est le plus adapté, quoi. Et je rajouterais que c'est pas seulement les compétences, parce que c'est ça, quand on travaille avec les écoles, c'est vraiment, faut cocher des compétences. Mais il y a autre chose. Et là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier aussi tout ce qui est... moi, je suis co-encadrante de Camille, qui fait sa thèse en sciences cognitives et en IA. Donc, elle travaille sur le bridge, mais... Elle peut aussi travailler là-dessus, je le demande. Et typiquement, l'idée, c'est de repérer, par exemple, un problème de manque de confiance. Et à ce moment-là, de lui donner volontairement un exercice où on sait très bien qu'il va réussir, tu vois. D'accord. C'est pas que je veux qu'il soit fort, c'est aussi, tu vois, c'est aussi se dire... celui-là, il a mis 50 secondes à cliquer là, ce machin. Ouais. Donc, le truc, on va lui rebaisser un peu le niveau. C'est ça, on va... Adaptatif, mais dans le... Adaptatif. Mais pour le bien-être, pour que justement cette appli ce soit une amie et pas parce que le truc typique où soit tu t'ennuies parce que ça fait 30 fois. Il même déceler des dysorthographies, etc. Chez certains élèves. Ma copine justement, elle travaillait au ministère des Armées et elle s'occupait de la journée appel citoyen, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Où le but de cette journée, c'est on voit un canard. Le but c'est d'écrire canard. Donc 90% des gens disent « Oh, c'était génial, on a mangé des frites, on est reparti, c'était une journée inutile. » Mais par contre, les 5 à 10% des gens qui sont peut-être illettrés, qui ont du mal à l'écriture, machin, c'est un peu un dernier secours où ensuite l'armée les aide à aller dans des centres de formation, à leur offrir des jobs, leur offrir des carrières, les aider à les réinsérer dans la société. C'est pour ça que cette journée, elle est si importante et obligatoire. Et elle, son job, c'était en UMIX. De venir chercher justement ces profils atypiques et de comment est-ce qu'on les redirige, c'est quoi l'expérience pour les rediriger. Et je trouve que cette journée-là, à cause du Covid, elle s'est un peu perdue parce qu'elle est passée un peu en digital ou en mixte. Et, ça perd un peu, donc, ils sont en train d'essayer de la réintégrer en physique. Mais franchement, plus il y a de dispositifs comme ça, plus c'est sondé tôt. Et de manière applicable. Juste de savoir que quelqu'un ne sait pas écrire, ça aide pas forcément. Par contre, savoir que quelqu'un ne sait pas écrire parce que on a vu que les datas pendant 3 ans à l'école, c'était ça, ce sera beaucoup plus activable à corriger, et même pour lui. Bien sûr. Trop cool. C'était incroyable. Il y a eu beaucoup de jus de cerveau, comme dit ma mère. Ça m'a fait super plaisir d'échanger, Véronique. Merci d'être venue. Merci. On se retrouve pour un prochain épisode dans les 2 semaines qui viennent. Merci beaucoup. À plus.